Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue dans un nouvel épisode de Portrait de femme Sinfina Zouk avec moi, votre présentatrice Farwa. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Haya, qui est une amie que j'ai rencontrée récemment à travers des projets associatifs et plein d'autres choses. Donc Haya est une étudiante en droit, elle est étudiante à l'université d'Assas. Elle est la fondatrice et la présidente de l'association Eurasia Assas, dont elle va nous parler avec plus de détails. Haya a eu un parcours très intéressant et on va développer beaucoup de choses, notamment deux choses, c'est-à-dire l'harcèlement scolaire qu'elle a subi au sein de sa scolarité, depuis la primaire, collège, jusqu'à ses études, jusqu'à ce jour. Et on va également parler donc de ses origines qui ont eu en fait un impact dans cet harcèlement scolaire. S'en est suivi des discriminations aussi, donc c'est tous les sujets qu'on va aborder avec elle. Évidemment, son association qui tient une grande place importante, qu'elle est fière d'avoir créée et que moi aussi je suis très contente de cette initiative, qu'elle va nous présenter aussi plus amplement. Bonjour Haya, Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui pour cette émission. Un plaisir. Alors on va commencer tout de suite par un sujet très important, qui est donc par rapport à l'harcèlement scolaire. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous un peu expliquer le contexte, comment ça a un petit peu commencé, comment ça s'est passé, l'harcèlement scolaire pour toi, et aussi un petit peu nous dire qu'est-ce que c'était pour toi, parce que peut-être que tout le monde ne comprend pas, ne voit pas ce que c'est concrètement l'harcèlement Donner ma scolaire. définition. En fait. C'est ça exactement, un peu ton ressenti. Alors il faut savoir que je me suis vraiment rendu compte que j'étais victime d'harcèlement scolaire au collège. En primaire, je ne peux pas dire que j'ai été victime d'harcèlement scolaire parce que j'ai des vagues souvenirs. Mais je ne pense pas que j'ai été victime d'harcèlement scolaire en primaire, c'était vraiment au collège. Ça se manifestait comment D'abord des discriminations physiques, mais je m'en fichais un peu. C'était vraiment des discriminations sur mon origine. Je suis pakistanaise et en fait, on me disait souvent Pak, la discrimination que beaucoup de Pakistanais ont dû subir. En tout On cas. connaît ça, ouais. Ouais. Et voilà, c'était vraiment des mots péjoratifs sur le Pakistan. Quand il y avait des émissions ou des vidéos sur le Pakistan, on se retournait tous contre moi. On me disait « Ah, c'est marrant, elle comprend et tout ». Et en fait, on retenait toujours la mauvaise perception du Pakistan et non la bonne. Donc, en fait, ce n'est pas des choses directement, mais indirectement. Et en fait, quand c'est répétitif, c'est là en fait qu'on peut dire que... Donc c'était des remarques, c'était des choses un peu... Des remarques sur mes origines. On me disait que j'étais indienne, le Pakistan c'était un pays dangereux. Et en fait, on me catégorisait comme pas une personne dangereuse, mais une indienne, voilà. Et à titre personnel, en fait, moi-même, j'assumais pas mes origines à cette époque-là. Du coup, je voulais me fondre dans la masse. Et je regrette en fait de ne pas avoir, comment dire, avoir pu dire de qui j'étais en fait, mes origines. Et je me suis fondue dans la masse. En fait, je regrette toujours. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé mon association pour justement en fait revenir en arrière et avoir une revanche positive sur cet harcèlement scolaire que j'ai vécu. Bah, l'association, on va en parler dans un deuxième temps. Mais donc l'harcèlement et un peu toute cette discrimination que tu as vécue, donc si je comprends bien, l'origine c'était le fait que tu étais pakistanaise. C'est ça. Et toi, comment, maintenant avec un peu de recul, comment est-ce que tu expliques que en fait, tes origines ont pu créer ce genre de situation et que tu as subi en fait ça? Comment toi tu te l'expliques en fait maintenant? Bah, en fait, il faut d'abord juste rappeler quelque chose, que j'étais dans un environnement où il y avait zéro Pakistanais, ou zéro personne qui venait du continent sud-asiatique. Il n'y avait que des personnes européennes. Tu étais un peu la seule pakistanaise. J'étais la seule et en fait, contre une masse, j'étais obligée en fait de me fondre dans la masse. Sinon, ça aurait été très compliqué pour moi. Et oui, en fait, mes origines ont une revanche positive parce que je me suis dit, ok, il n'y a pas beaucoup de Pakistanais à l'époque qui avaient fait des grands projets. Je me suis dit, je vais me lancer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, au moins je serai fière de mes origines et j'aurais eu au moins la chance d'avoir essayé. Et ça a marché. Du coup, ça, ce sera oui la partie plus positive, etc. Mais du coup, dans ce moment-là, comment tu t'es sentie? Et vu que tu étais un peu isolée et que comme tu étais la seule pakistanaise, comment tu as vécu ça et comment tu as traversé tout ça? Et justement, est-ce que tu as pu être entendue? Est-ce que il y a des gens, tu as pensé à des gens qui ont pu t'écouter, comprendre ta situation, t'aider d'une quelconque manière? Bah alors, il faut savoir qu'en fait, moi, j'en avais parlé à personne parce que j'ai réalisé en fait très tard que j'étais moi-même victime d'harcèlement scolaire. Je disais, ok, non, c'est avec tout le monde.
c'est la période où on est un peu fou dans la tête, du coup on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Et j'en ai pas parlé en fait, parce que j'avais honte d'en parler. Et j'en avais parlé, mine de rien, une fois. Personne ne me prenait au sérieux. Et je me suis dit, en fait, je dois... C'est-à-dire, en fait, on t'écoutait, mais on n'essayait Ils pas prenaient de pas, te... en fait, ils prenaient jamais ça au sérieux. Ils D'accord. disaient, oui, ils prenaient pas au sérieux. Ils disaient, bon, c'est pas grave, c'est l'âge où tout le monde est un peu méchant. Mais en fait, ils savaient pas à quel point ça faisait mal. Et non, j'en ai parlé à personne. En fait, c'est à cette époque-là où je me suis vraiment rapprochée de ma religion. Et c'est ça, en fait, qui a fait que je n'ai pas sombré, entre guillemets, même si c'était très compliqué de faire face à ça. J'avais la boule au ventre quand j'allais au collège, alors que j'étais quelqu'un qui adorait étudier. J'adore toujours encore étudier. Oui. Mais le fait de savoir que, le fait de savoir que, justement, en fait, tout le monde se moquait de moi à cause de mes origines, je me renfermais en fait sur moi-même. J'étais quelqu'un de très sociable et je le suis toujours. Mais en fait, c'était les gens qui avaient honte. Pas de moi, mais de mes origines en fait. Voilà. Et donc, si je comprends bien, c'est un peu la religion qui t'a aidé à tenir le coup. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui t'ont aidé à persévérer un peu? En fait, mes parents, ils ont été un grand soutien, même si j'en ai pas parlé directement. Ils ont peut-être ressenti des choses. C'est ça. Et en fait, mes parents aussi ont été victimes d'injustice. Pas forcément d'harcèlement scolaire, mais d'injustice. D'accord. Et en fait, quand je vois le parcours de ma mère et de mon papa, je me suis dit, en fait, si eux, ils ont réussi, il faut que je réussisse moi aussi. C'est quoi ce que tu appelles injustice? Si tu peux nous donner un exemple ou juste un peu... En fait, dans les mentalités pakistanaises, indiennes, sud-asiatiques, voilà, la femme, elle est soumise à l'homme, ou il y a toujours des choses comme ça qui fait que la femme ne peut pas être égale à l'homme. Et du coup, il y avait à peu près le même problème dans ma famille. Ok. Dire quand je dis dans ma famille, dans la famille de ma mère, de mon papa aussi. Et malgré tout, en fait, ma mère, elle a voulu casser ses barrières sociales. Et aujourd'hui, en fait, elle est égale à un homme, que ce soit à titre personnel ou à titre même professionnel. Et voilà, en fait, je me suis dit, si ma mère a réussi à casser les barrières, moi, je dois le faire. Moi, je dois réussir aussi. Et en fait, c'est l'éducation de mes parents qui ont fait que... Ils m'ont toujours appris à ne pas répondre par le mal, en fait. Quelqu'un te fait du mal, tu réponds par le bien. Et c'est comme ça. C'est les valeurs qui t'ont inculqué. C'est ça, mes valeurs morales, religieuses et l'éducation des parents. Même si j'en avais pas parlé à mes parents, j'ai su que c'était ça en fait. Donc aujourd'hui, tout ça, heureusement, c'est derrière toi. Tu es une femme complètement accomplie, donc qui fait des études de droit, comme je l'ai dit, dans l'université Assas, qui est une université prestigieuse quand même. Tu as plein d'idées, tu as plein de projets dont on a un petit peu parlé aussi depuis que je te connais. À travers donc, tout ce que tu as vécu, ça t'a en fait permis de rebondir, justement. Tu t'es pas laissée en fait enfermer et tout. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui a été le déclic aussi pour toi de dire, allez, je me lance. En fait, je laisse pas, parce que beaucoup de gens peuvent avoir, quand ils vivent ce genre d'expérience, ils peuvent se renfermer justement et ne plus vouloir rien faire, se couper de ses origines ou tu vois, ne rien entreprendre et tu sais, rester un peu isolé. Et toi, qu'est-ce qui a été vraiment le truc qui t'a fait te dire, non, moi, je veux continuer, je veux persévérer, je veux me lancer, je veux en fait oser entreprendre des choses? Justement, en fait, c'était l'harcèlement scolaire. Je l'ai vécu quand j'ai été victime d'harcèlement scolaire, ça a été très compliqué, mais une fois que je suis sortie de cet harcèlement scolaire, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour mes origines. Et en fait, moi, l'harcèlement scolaire, il faut savoir que j'ai vécu ça comme quelque chose de très positif. Après, justement, avoir été victime d'harcèlement scolaire, ça m'a permis d'être mature très très tôt. Je sais qu'à mon âge, les personnes n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes ambitions que j'ai moi. Et en fait, je pense que si j'aurais pas vécu cet harcèlement scolaire, j'aurais jamais osé créer cette association ou avoir été tellement fière de mes origines. En fait, comme on me discriminait sur mes origines, je me suis dit, en fait, les origines, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, j'avais pas honte de mes origines, mais en fait, quand tout le monde se moquait de tes origines, il fallait se fondre dans la masse pour justement rester. Et moi, je me suis dit non, en fait, il faut prouver en fait qui on est sans regarder en fait le regard des autres. Et voilà, le regard des autres, j'ai passé outre. Tu as transformé en fait tout ça en une force et tu t'es dit je vais continuer, je vais aller de l'avant. En tout cas, c'est très beau, c'est très inspirant. Et en fait, je me suis dit si j'aurais pas été victime d'harcèlement scolaire, j'aurais jamais osé. Et d'un autre côté, en fait, je suis pas contente, mais je suis très fière d'avoir vécu cet harcèlement scolaire. Généralement, c'est quelque chose de négatif. Bien sûr. Mais moi, j'ai toutes les personnes qui ont été victimes d'harcèlement scolaire que je connais,
ils ont toujours en fait réussi à avoir une revanche positive sur ça. Hmm. Et voilà, T'en fais partie aussi. Ça, j'en fais partie. Du coup, maintenant, tu es étudiante en droit. C'est ça. Donc moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi le droit parmi toutes les disciplines possibles. Ok, bah en fait, ça a encore un lien avec l'harcèlement scolaire. J'étais quelqu'un qui adorait l'école et en fait, je me suis dit que si j'ai été victime d'injustice sociale et contre les discriminations, en fait, j'ai pas envie que les autres soient aussi victimes d'injustice sociale. Parce que je sais que tout le monde n'arrive pas à supporter en fait l'harcèlement scolaire. Bien sûr. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde ne réagit pas pareil. Ouais. Ils vont se renfermer, ils vont se marginaliser de la société. Et moi, justement, en fait, je voulais que ces personnes qui se renferment contre eux, on puisse les entendre. Et bah, justement, si je deviens, Inch'Allah, avocate, bah, je pourrais porter leur voix, en fait. Et c'est ça qui a fait que... C'est ça qui t'a motivé Donc, en fait, il y a un fil conducteur entre le harcèlement et le reste de ma vie. Ouais. C'est grâce au harcèlement scolaire que je suis devenue la personne que je suis. Oui, tout a un lien et en fait, tout s'explique. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, tu es étudiante en droit et tu as du coup, par la même occasion, créé une association dans ton université qui s'appelle Eurasia Assas. Je vais te laisser parler de ton association. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce nom? Quels sont un peu les objectifs de cette association? Comment voilà, tout ça c'est venu? Alors, Eurasia Assas, en fait, ça vient de Europe et Asie. EUR pour du coup Europe et Eurasia, l'Asie. Asie, oui. Et en fait, les pays européens, ce sont des pays très développés, alors que les pays sud-asiatiques, malgré qu'ils ont un soft power très important, ils n'arrivent pas à être développés. Oui, parce que du coup, juste pour qu'on précise pour tout le monde, ouais. Asia, c'est du coup surtout l'Asie du Sud pour votre association. Parce que comme tu sais, l'Asie, c'est très général et les gens ne savent pas forcément que c'est tout de suite l'Asie du Sud. Mais dans ton cas, c'est... Eurasia Assas, en fait, il agit vraiment en Asie du Sud parce que c'est la partie de l'Asie qui est la moins développée. Et en fait, moi, je ne pourrais pas définir Eurasia Assas comme une association humanitaire, mais plutôt comme une association qui participe au développement. En fait, nous, on ne veut pas aider sur le long terme. Nous, Eurasia Assas veut aider sur le court terme pour que les personnes eux-mêmes arrivent à se développer, en fait, à devenir autonomes, à devenir autonomes et à développer le pays eux-mêmes sans aide extérieure. Nous, on aide vraiment à court terme et en fait, c'est grâce à l'éducation, justement, aux barrières sociales qui vont être brisées, qu'ils pourront réussir à s'auto-développer. C'est une très beau... On a plusieurs objectifs en fait. Nous, l'objectif, ce serait de créer des lois avec le gouvernement pakistanais, comme les lois qu'on a en France avec l'éducation obligatoire pour tous, mais au Pakistan, ou le système un peu du RSA, du chômage et tout, pour que malgré que les personnes ont des problèmes financiers, c'est pas ça qui va faire que le pays ne va pas se développer en fait. L'économie du Pakistan doit aider ses habitants pour que l'économie s'autorégule. Voilà. Et c'est comme ça en fait qu'un pays peut se développer, parce que pour développer un pays, en fait, il faut travailler sur plusieurs facteurs. Il faut travailler sur le facteur des inégalités sociales. Oui, bien sûr. L'éducation qui est le facteur le plus important, parce que si on est bien éduqué, on pourra réussir à casser les barrières sociales. Et si on arrive à casser les barrières sociales, on arrivera en fait à sortir de la pauvreté et justement à régulariser l'économie du pays. Et l'économie va faire que le pays va s'auto-régulariser. Donc si je comprends bien, et en fait l'association c'est vraiment un grand projet, très ambitieux en plus, qui a un peu un aspect humanitaire, un peu un aspect économique, un aspect de développement, de soutien. Enfin, c'est vraiment en fait plusieurs aspects que vous souhaitez du coup mettre ensemble et nous, c'est vraiment pas que l'humanitaire, même s'il y a une grande grande pas axé que sur ça. Voilà, même s'il y a une grande partie d'humanitaire, parce qu'il faut toujours commencer par ça. Bien sûr. Mais nous, l'objectif, c'est pas que aider humanitaire sur l'éducation ou aider les personnes pauvres. C'est vraiment en fait que eux-mêmes, ils arrivent à s'auto-aider. Pour justement sortir eux-mêmes, qu'ils n'ont plus besoin d'aide extérieure. Alors actuellement, du coup, il y a combien de membres dans ton association et comment c'est reçu la création de cette association, parce qu'elle est récente quand même, donc comment c'est perçu? Alors moi, il faut savoir que j'ai créé mon association quand j'étais en première année de droit, justement, comme tu as dit, à l'Université de Paris Panthéon-Assas. C'était en fait justement pour prendre une revanche sur mon harcèlement scolaire. Et en fait, en termes de personnes, on est un petit comité. On est un petit comité, on est, je pense, maximum une quinzaine. D'accord. Mais en fait, on est 15 personnes, mais on est tous très engagés. Et en fait, on est tous des Pakistanais ou des personnes qui viennent d'Asie du Sud. Parce que je pense que
c'est que ces personnes-là qui pourront comprendre en fait les buts de l'association. Les enjeux, etc. C'est ça, les Oui, enjeux. Même s'il y a des personnes non asiatiques, ils sont les bienvenus. Hein. Mais je pense qu'ils n'auront pas le même regard que nous, on a sur le Pakistan ou sur l'Asie du Sud plus généralement. Donc j'ai vu que vous avez lancé une collecte de oui. fournitures scolaires qui sera destinée en fait à être envoyée au Pakistan, Oui. dans des écoles au Pakistan. Donc je voulais savoir, je voulais que tu nous parles un petit peu de. En fait, nous on organise une collecte permanente, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais de fin, la collecte. Ils peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux pour donner des fournitures scolaires. Et s'ils veulent, en fait, on cherche toujours des bénévoles. Voilà, des bénévoles. Bon, on fait passer le message ça, voilà. Si jamais ça vous intéresse. Des Pakistanais, peu importe en fait, peu importe les origines, mais qui puissent au moins s'engager un tout petit peu. Il ne faut pas savoir, en fait, on ne va jamais être à fond sur l'association parce qu'on a nos projets personnels, on a l'école, mais voilà, participer un peu. Et voilà, la fourniture, en fait, la collecte de fournitures scolaires, c'est vraiment, en fait, il faut savoir qu'au Pakistan, l'éducation est payante. Sachant que les personnes n'ont pas l'argent pour payer les frais d'inscription, comment ils vont réussir à payer en plus les fournitures, ça, le matériel scolaire, le matériel informatique. Du coup, en fait, moi, je voulais que ce ne soit pas une barrière, en fait. Voilà. Et est-ce que c'est réservé à des écoles particulières ou en fait, nous, on est en contact avec quelques écoles. Je voulais vous parler du monsieur avec qui je suis rentrée en contact. Il s'appelle Master Ayub Park School, en anglais. En fait, c'est un monsieur pakistanais qui est à la retraite, qui aide, en fait, les personnes de la rue. Les enfants, en fait... qui sont dans la drogue. D'accord. En fait, il les recueille et il donne des cours en fait, dans un parc qui est situé à Islamabad. D'accord. Au Pakistan, en fait, dans la capitale. Et en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière, comme je suis partie au Pakistan pour un voyage humanitaire. Oui. Et en fait, quand j'ai interviewé chacun des personnes, en fait, ils m'ont dit qu'ils voulaient devenir astronautes, pilotes d'avion, alors ils sortent en fait de la drogue. Et en fait, voilà, on voulait pas que ça soit une barrière. Ouais, les aider à changer, se propulser, en fait, réaliser un peu leurs rêves. Quoi. Et si c'est des personnes qui viennent d'en bas, en fait, de très bas, qui réussissent à développer le pays, le Pakistan, bah voilà, tout le monde peut réussir. C'est très très inspirant, c'est très très beau. Tu as plein de projets, plein d'idées. Je pense qu'on pourra en parler vraiment des heures et des heures. Ça, mais on va bientôt terminer notre émission. Donc j'ai envie de te demander, toi, du coup en tant que femme franco-pakistanaise, c'est quoi qui est difficile pour toi du coup dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu... Est-ce que peut-être c'est facile, je sais pas, mais voilà, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, par rapport aux projets que tu mènes, par rapport aux idées que tu as envie de concrétiser? Est-ce que tu veux nous parler peut-être des difficultés que tu as, ou si tu en as pas, aussi nous dire que... Alors, j'ai fait face à plusieurs difficultés, mais en fait, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais plus comme quelque chose de positif, parce que moi, je pense que si on a tout dans la vie, on voudra encore. Alors que si on a vécu plusieurs échecs, en fait, on va toujours rebondir. Ça nous donne une force. On va jamais se refermer face à un problème. Mais oui, il y a beaucoup de difficultés, parce qu'en fait, je suis dans un milieu, justement, où je connais aucun... il n'y a personne, en fait. Oui, parce qu'il faut dire que Assas, c'est une université qui est assez prestigieuse. Voilà. Et il n'y a personne, en fait, qui vient du Pakistan ou même de l'Asie du Sud, plus généralement. Et c'est toujours compliqué, en fait, de trouver des bénévoles vraiment investis. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Mais je sais que dès qu'on aura les bénévoles qu'il faut, l'association, elle va décoller très rapidement. On cherche toujours des bénévoles. Ça, en tout cas, on a lancé l'appel, donc j'espère que les gens répondront. Voilà, j'espère que les gens répondront présents. Pour conclure, j'aimerais que tu donnes ton message. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous ont regardés? Quel message tu as envie d'adresser aux personnes qui nous ont regardés? En fait, le message que je pourrais donner, c'est vraiment ne pas écouter les autres, ne pas faire attention au regard des autres. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de faire ça. Et en fait, je le regrette toujours. Et en fait, si vous êtes victime d'un échec, il faut le voir comme quelque chose de positif. C'est l'échec qui va faire que vous allez devenir la personne que vous serez plus tard. Alors que si vous réussissez tout dans la vie, vous n'aurez jamais d'objectif. Moi, je veux vraiment laisser un héritage par rapport à ça. J'ai vécu plusieurs échecs, que ce soit scolaire, professionnel, personnel. Et je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose de négatif. J'ai toujours su rebondir. Et je sais que beaucoup de personnes vont se renfermer face à un échec. Et voilà, il faut dire que c'est l'échec qui fait la force et non la réussite.
C'est très inspirant, son parcours est vraiment très très beau. Moi en tout cas ça m'a donné plein d'inspiration, ça m'a donné plein de force et j'espère que vous aussi ça vous a plu. Bah, je compte sur vous pour soutenir l'association, tous les projets que Haya va mener parce que je suis sûre qu'elle va aller encore très loin. Et j'espère, Inch'Allah, d'ici quelques années, je referai une émission avec elle pour parler encore de tous ses accomplissements. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette émission avec toi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Portrait de femmes, Sylvie Nazek.